Salut tout le monde. Bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler, les dirigeants républicains perdent la tête pendant que le plan de Trump fonctionne comme il le voulait. Ça semble confus? Pas de panique, je vais tout vous expliquer clairement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur cette petite cloche des notifications pour ne rater aucun nouveau contenu. C'est juste un clic et ça aide beaucoup la chaîne. Allez-y. La tension était palpable dans l'auditorium bondé de Nebraska ce mardi soir. Mike Flood, représentant républicain, se tenait derrière le podium, le visage crispé alors que les questions fusaient de toutes parts. Ce qui devait être une assemblée publique de routine s'est rapidement transformé en confrontation explosive. Tout a commencé quand une citoyenne s'est levée pour poser une question sur l'accès aux soins de santé. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle a expliqué sa situation financière difficile et son besoin d'assistance médicale. La réponse de Flood a glacé l'assistance, « Vous n'avez pas d'assistance médicale gratuite ». Ces mots ont déclenché une vague de huées et de sifflements dans la salle. Les caméras ont immortalisé ce moment de tension. Les visages dans l'audience exprimaient un mélange de colère et d'incrédulité. Certains citoyens se sont levés, agitant les bras en signe de protestation. D'autres ont crié leur désapprobation. Flood, visiblement déstabilisé par cette réaction hostile, a tenté de reprendre le contrôle de la situation, mais le mal était fait. Cependant, ce n'était que le début d'une soirée mouvementée. Une autre question, encore plus délicate, allait bientôt surgir du public. Un homme d'âge moyen s'est levé et a directement interpellé le congressiste sur un sujet brûlant, les fameuses archives Epstein et leurs liens potentiels avec le président Donald Trump. L'homme a pointé du doigt vers Flood et a lancé sa question avec détermination. Que comptez-vous faire concernant la dissimulation des archives Epstein et les relations de Trump avec Ghislaine Maxwell? Le silence s'est installé dans la salle. Tous les regards se sont tournés vers le représentant républicain, qui semblait chercher ses mots. La question touchait un point sensible de l'actualité politique américaine. Depuis des mois, des voix s'élèvent pour réclamer la transparence totale sur l'affaire Jeffrey Epstein et ses connexions avec de nombreuses personnalités influentes. Le nom de Donald Trump, actuel président des États-Unis, revient régulièrement dans ces discussions, alimentant les spéculations et les théories. Flood a tenté de répondre en évoquant son soutien supposé à la transparence, mais sa réponse a semblé évasive à beaucoup dans l'assistance. Des murmures ont parcouru les rangées. Certains participants ont accusé le congressiste de faire de la diversion et de jouer la comédie de la transparence sans réellement s'engager. Cette soirée révélait une fracture profonde au sein du Parti républicain. D'un côté, des élus tentent de naviguer entre loyauté partisane et pression populaire. De l'autre, des citoyens exigent des réponses claires sur des sujets que beaucoup considèrent comme tabous. L'atmosphère tendue de cette assemblée publique n'était qu'un aperçu des tempêtes politiques qui se profilaient à l'horizon. Le lendemain de l'assemblée publique houleuse, Mike Flood s'est empressé de clarifier sa position dans une déclaration officielle. Le congressiste du Nebraska a annoncé son soutien à une résolution visant à libérer publiquement les archives liées à l'affaire Jeffrey Epstein. Cette volte-face rapide témoignait de la pression exercée par ses électeurs la veille. Flood n'était pas le seul républicain à adopter cette position. James Comey, représentant du Kentucky et figure influente du parti, s'est également exprimé sur le sujet. Lors d'une conférence de presse, Comey a déclaré avec fermeté qu'il souhaitait une transparence totale sur cette affaire et qu'il était prêt à conduire personnellement des auditions au Congrès. Les paroles de Comey ont résonné dans les couloirs du Capitole. Le congressiste, connu pour ses enquêtes approfondies, semblait déterminé à aller au fond des choses. Il a promis de convoquer tous les témoins nécessaires pour faire la lumière sur les zones d'ombre de cette affaire qui passionne l'opinion publique américaine depuis des années. Pourtant, les critiques n'ont pas tardé à pointer les incohérences de cette approche. Des observateurs politiques ont souligné que Comey n'avait toujours pas convoqué Alex Acosta, personnage clé de cette histoire. Acosta était le procureur fédéral responsable du controversé accord de plaidé coupable conclu avec Epstein en 2007, un arrangement largement critiqué pour sa clémence. Plus troublant encore, Acosta avait ensuite été nommé secrétaire du travail dans l'administration Trump, créant un lien direct entre l'affaire Epstein et l'équipe présidentielle.
Cette connexion rendait sa convocation d'autant plus cruciale pour établir la vérité complète sur les événements passés. L'absence d'Acosta dans la liste des témoins potentiels soulevait des questions sur la sincérité réelle de l'engagement républicain pour la transparence. Certains y voyaient une stratégie calculée pour donner l'impression d'agir tout en évitant soigneusement les témoignages les plus compromettants pour le parti. La situation s'est compliquée davantage avec l'annonce du report du témoignage de Ghislaine Maxwell, initialement prévu pour le 11 août. Cette ancienne associée d'Epstein, actuellement incarcérée, était considérée comme un témoin central capable d'éclairer de nombreux aspects obscurs de l'affaire. Le report de son audition a alimenté les soupçons sur les véritables intentions des enquêteurs républicains. Les démocrates ont immédiatement dénoncé ce qu'ils ont qualifié de manœuvre dilatoire, accusant leurs collègues de l'autre bord de jouer la montre pour protéger certains intérêts. Cette valse hésitation autour des archives Epstein révélait les tensions internes au sein du Parti républicain. Entre la pression populaire réclamant la vérité et la nécessité de protéger des figures importantes du parti, les élus se trouvaient dans une position délicate qui allait bientôt devenir intenable. Face aux questions pressantes sur sa stratégie d'enquête, James Comey a révélé le fondement fragile de son approche. Lors d'une interview télévisée matinale, le congressiste a admis qu'il comptait entièrement sur la promesse du président Trump de libérer volontairement les archives Epstein. Cette déclaration a provoqué un tollé immédiat dans les cercles politiques de Washington. Comey s'est montré confiant devant les caméras, affirmant que Trump avait donné sa parole et qu'il la tiendrait. Le congressiste du Kentucky a expliqué que le président lui avait personnellement assuré que tous les documents seraient rendus publics dans les semaines à venir. Cette confiance aveugle a stupéfait de nombreux observateurs politiques habitués au retournement de situation de l'actuel président. L'annonce de Comey a immédiatement attiré les critiques acerbes des analystes politiques. Sur les plateaux de télévision et dans les colonnes des journaux, les commentateurs ont qualifié cette approche de naïve et dangereusement passive. Certains ont rappelé l'historique de promesses non tenues par Trump durant ses précédents mandats, soulignant l'imprudence de s'appuyer uniquement sur sa bonne foi. Les démocrates ont saisi l'occasion pour attaquer cette stratégie qu'ils jugent défaillante. Robert Garcia, membre senior du comité de surveillance de la Chambre, s'est montré particulièrement virulent dans ses critiques. Le représentant californien a organisé une conférence de presse improvisée pour dénoncer ce qu'il a appelé une abdication des responsabilités du Congrès. Garcia a promis de tenir Trump responsable de ses engagements. Il a annoncé que les démocrates ne resteraient pas les bras croisés en attendant les bonnes intentions présidentielles. Le congressiste a déclaré qu'il utiliserait tous les moyens légaux à sa disposition pour forcer la libération des documents, y compris des assignations à comparaître si nécessaire. La position de Garcia reflétait la frustration grandissante au sein du Parti démocrate face à ce qu'il percevait comme une mascarade républicaine. De nombreux élus démocrates ont exprimé leur scepticisme quant aux véritables intentions de Trump et de ses alliés républicains concernant la transparence promise. Les médias ont rapidement fait écho à ces tensions, multipliant les analyses sur la crédibilité des promesses présidentielles. Les sondages d'opinion ont montré que la majorité des Américains partageaient les doutes exprimés par Garcia et ses collègues démocrates sur la probabilité que Trump tienne parole. Cette dépendance aux promesses présidentielles exposait une faiblesse stratégique majeure dans l'approche républicaine. En abandonnant leurs prérogatives d'enquête au profit d'une confiance aveugle en Trump, les congressistes républicains se retrouvaient dans une position vulnérable qui pourrait rapidement se retourner contre eux si les promesses n'étaient pas tenues. Tandis que les républicains affichaient leur confiance en Trump, des révélations explosives ont commencé à filtrer depuis l'intérieur même de l'administration présidentielle. Des sources anonymes du département de la justice ont fait état d'une opération massive orchestrée par Trump et ses plus proches collaborateurs pour contrôler totalement la diffusion des archives Epstein. Selon ces témoignages confidentiels, le président aurait mis en place ce qu'un ancien fonctionnaire du DOJ a qualifié de couverture massive. Cette opération impliquait des figures clés de l'administration, notamment Pam Bondi, nouvelle procureure générale, et J.D. Vance, vice-président. L'objectif affiché était de protéger Trump de toute implication compromettante dans l'affaire Epstein. Les détails de cette opération ont glacé d'effroi les défenseurs de la transparence. Trump aurait mobilisé plus de 1000 agents du FBI et des dizaines d'avocats du département de la justice pour passer au crible chaque document des archives Epstein.
Leur mission était claire, identifier et supprimer toute mention du nom de Trump avant la publication officielle des documents. Cette révélation a provoqué un séisme politique à Washington. L'ampleur des moyens déployés témoignait de l'importance que l'administration accordait à cette opération de nettoyage. Des agents fédéraux travaillaient jour et nuit dans des bureaux sécurisés, armés de marqueurs noirs et d'instructions strictes sur les passages à censurer. Parallèlement à ces opérations de camouflage, une information troublante concernant Ghislaine Maxwell a fait surface. Contrairement aux attentes, seules des informations parcellaires sur l'ancienne associée d'Epstein ont été rendues publiques. Plus étonnant encore, Maxwell a été discrètement transféré de sa prison de haute sécurité vers un établissement de sécurité minimale situé près d'une université prestigieuse. Ce transfert inattendu a alimenté les spéculations sur d'éventuelles négociations secrètes. Des sources proches du dossier ont suggéré que Maxwell bénéficiait de conditions de détention exceptionnellement favorables en échange de sa coopération avec l'administration Trump. La proximité de l'université lui permettait même d'assister à certains cours, privilège rarissime pour une détenue de son profil. Les rumeurs se sont intensifiées concernant de possibles tractations pour réduire sa peine d'emprisonnement. Certains observateurs ont évoqué la possibilité d'un pardon présidentiel complet si Maxwell acceptait de modifier certains aspects de ses témoignages précédents. Cette perspective a horrifié les victimes d'Epstein et leurs avocats, qui y voyaient une trahison de la justice. L'opposition démocrate a immédiatement dénoncé ce qu'elle a qualifié de corruption de la justice à grande échelle. Des voix se sont élevées pour réclamer une enquête du Congrès sur ces allégations de manipulation des archives fédérales. L'affaire prenait une dimension nouvelle, dépassant largement le cadre de la simple transparence pour toucher au fondement même de l'État de droit américain. Au cœur de cette controverse grandissante, un nom a commencé à circuler dans les couloirs feutrés du département de la justice, Todd Blanche. Ce vice-procureur général, anciennement avocat personnel de Donald Trump, serait selon plusieurs sources l'architecte principal du transfert suspect de Ghislaine Maxwell vers la prison de sécurité minimale. Blanche occupait une position unique au sein de l'administration. Son passé d'avocat de la défense de Trump lui conférait une proximité particulière avec le président, tout en lui donnant désormais un pouvoir considérable au sein du système judiciaire fédéral. Cette double casquette a immédiatement soulevé des questions sur d'éventuels conflits d'intérêts dans le traitement de l'affaire Epstein. Des documents internes obtenus par des lanceurs d'alerte révélaient que Blanche avait personnellement supervisé la demande de transfert de Maxwell. Plus troublant encore, il aurait court-circuité les procédures habituelles d'évaluation des changements d'établissement pénitentiaire. Normalement, de telles décisions nécessitent l'approbation de plusieurs niveaux hiérarchiques et une justification détaillée. Les experts en droit pénitentiaire interrogés par les médias ont unanimement qualifié cette procédure d'irrégulière. Sarah Martinez, ancienne directrice du Bureau fédéral des prisons, a expliqué lors d'une interview que les critères d'éligibilité pour un transfert vers une prison de sécurité minimale étaient très stricts. Maxwell, condamné pour des crimes graves liés au trafic sexuel, ne remplissait aucun de ces critères. L'intervention directe de Blanche dans ce dossier a été perçue comme une violation flagrante des protocoles établis. Des avocats spécialisés en droit pénal fédéral ont souligné que de telles irrégularités pourraient constituer un abus de pouvoir passible de sanctions disciplinaires, voire de poursuites judiciaires. Les démocrates au Congrès ont immédiatement saisi cette information pour intensifier leurs attaques contre l'administration Trump. Alexandria Ocasio-Cortez a tweeté que l'implication de Blanche prouvait l'existence d'un système de favoritisme organisé au plus haut niveau de l'État. D'autres élus démocrates ont réclamé une enquête immédiate sur les agissements du vice-procureur général. La presse d'investigation a rapidement creusé le passé professionnel de Blanche, révélant l'étendue de ses liens financiers avec Trump. En tant qu'avocat privé, il avait facturé plusieurs millions de dollars à l'ancien président pour sa défense dans diverses affaires judiciaires. Cette relation économique antérieure jetait une ombre supplémentaire sur sa neutralité supposée dans l'affaire Maxwell. L'entourage de Blanche a tenté de minimiser ces révélations, affirmant que toutes ces décisions étaient prises en conformité avec la loi et l'intérêt public. Cependant, ces dénégations peinaient à convaincre face à l'accumulation d'éléments troublants sur ses méthodes et ses motivations réelles. L'indulgence apparente accordée à Ghislaine Maxwell prenait une dimension particulièrement choquante au regard de la gravité des crimes pour lesquels elle avait été condamnée.
Les faits établis lors de son procès dressaient le portrait d'une femme au centre d'un réseau international de trafic sexuel impliquant des mineurs, orchestré pendant des années avec Jeffrey Epstein. Maxwell avait été reconnu coupable de 5 chefs d'accusation, incluant le trafic sexuel de mineurs et la conspiration en vue d'inciter des adolescentes à voyager pour des activités sexuelles illégales. Les témoignages des victimes lors du procès avaient révélé l'ampleur et la cruauté du système qu'elle avait contribué à mettre en place et à maintenir pendant plus d'une décennie. Les victimes avaient décrit comment Maxwell les recrutait, souvent en se présentant comme une figure maternelle bienveillante. Elle utilisait sa sophistication et ses connexions dans la haute société pour attirer de jeunes filles vulnérables, généralement issues de milieux défavorisés. Une fois dans le piège, ces adolescentes étaient manipulées et contraintes de participer à des actes sexuels avec Epstein et ses associés. Les procureurs avaient démontré que Maxwell n'était pas une simple complice passive, mais bien la cheville ouvrière de cette entreprise criminelle. Elle organisait les emplois du temps, gérait le transport des victimes entre les différentes propriétés d'Epstein, et participait parfois directement aux abus. Son rôle central dans ce réseau en faisait l'une des criminelles les plus dangereuses de sa génération. La condamnation de Maxwell à 20 ans de prison ferme reflétait la gravité exceptionnelle de ses crimes. Le juge avait souligné lors du prononcé de la sentence que ces actes avaient causé des traumatismes irréparables à de nombreuses jeunes femmes, détruisant des vies entières et perpétuant un cycle de violence et d'exploitation. Face à ce passé criminel documenté, le traitement de faveur dont bénéficiait désormais Maxwell soulevait des questions morales profondes. Les associations de défense des victimes d'abus sexuels ont exprimé leur indignation face à ce qu'elles percevaient comme une trahison de la justice. Comment une femme condamnée pour de tels crimes pouvait-elle bénéficier de conditions de détention privilégiées ? L'hypothèse d'une coopération secrète avec l'administration Trump pour minimiser l'implication présidentielle dans l'affaire Epstein prenait une coloration particulièrement sombre. Si ces allégations s'avéraient exactes, cela signifierait que le gouvernement américain marchandait avec une criminelle condamnée, lui offrant des avantages indus en échange de son silence ou de faux témoignages. Les avocats représentant les victimes d'Epstein et Maxwell ont dénoncé publiquement cette situation. Ils ont souligné que chaque jour de confort supplémentaire accordé à Maxwell constituait une insulte à leurs clientes et une perversion des principes de justice. Cette affaire révélait les limites du système judiciaire américain face aux influences politiques et aux jeux de pouvoir au sommet de l'État. La situation s'est encore compliquée quand les avocats de Ghislaine Maxwell ont annoncé un nouveau report de son témoignage devant le Congrès. Cette fois, ils invoquaient la nécessité d'attendre une décision de la Cour suprême concernant une demande de nouveau procès que Maxwell avait déposée. Cette manœuvre juridique a immédiatement été perçue comme une tactique dilatoire supplémentaire. L'équipe légale de Maxwell, dirigée par des avocats réputés de New York, a argumenté que tout témoignage prématuré pourrait compromettre les chances de leurs clientes d'obtenir un nouveau procès. Ils ont soutenu que les révélations faites devant le Congrès pourraient être utilisées contre elle si la Cour suprême acceptait de réexaminer son affaire. Cette stratégie légale sophistiquée visait clairement à gagner du temps. Plus provoquant encore, les représentants de Maxwell ont posé des conditions drastiques pour son éventuel témoignage. Ils exigeaient de recevoir à l'avance toutes les questions qui seraient posées à leurs clientes, une demande pratiquement inédite dans l'histoire des auditions du Congrès. Cette exigence a été immédiatement rejetée par les membres du comité comme étant totalement irréaliste. La seconde condition imposée par l'équipe de Maxwell a provoqué un tollé encore plus grand. Les avocats ont clairement indiqué qu'ils ne garantissaient pas que leurs clientes répondraient aux questions, se réservant le droit d'invoquer le 5e amendement de la Constitution américaine pour refuser de témoigner. Cette clause permettrait à Maxwell de rester silencieuse sur tous les sujets qu'elle jugerait compromettants. Ces conditions draconiennes ont été unanimement dénoncées par les parlementaires des deux bords politiques. Même certains républicains, pourtant réticents à critiquer l'administration Trump, ont exprimé leur frustration face à ces obstacles juridiques. L'idée qu'une criminelle condamnée puisse dicter ces conditions au Congrès américain a choqué l'opinion publique. Les démocrates ont immédiatement accusé les républicains de complicité dans cette obstruction. Alexandria Ocasio-Cortez a déclaré lors d'une conférence de presse que ces manœuvres révélaient la vraie nature de l'enquête républicaine. Selon elle, James Comey et ses collègues cherchaient délibérément à créer des prétextes pour éviter d'obtenir des réponses compromettantes pour Trump. L'analyse juridique de ces tactiques a révélé leur caractère exceptionnellement sophistiqué.
Des experts en droit constitutionnel ont souligné que Maxwell et ses avocats exploitaient habilement les failles du système judiciaire américain. En multipliant les recours et les conditions, ils parvenaient à paralyser efficacement toute tentative d'obtenir la vérité. Cette stratégie d'obstruction systématique commençait à révéler ses véritables objectifs. Il ne s'agissait plus simplement de protéger les droits de Maxwell, mais bien d'empêcher toute révélation qui pourrait compromettre des personnalités influentes. L'affaire prenait les allures d'une course contre la montre entre la justice et les manœuvres politiques. Pendant que l'attention se concentrait sur les manœuvres de Maxwell, James Comey a lancé une offensive juridique d'ampleur qui a surpris même ses plus proches collaborateurs. Le congressiste du Kentucky a simultanément envoyé des assignations à comparaître à une liste impressionnante de personnalités politiques, créant un véritable feu d'artifice médiatique qui a noyé le poisson de l'enquête principale. La liste des destinataires de ces assignations ressemblait à un Who is Who de la politique américaine des 20 dernières années. Roberto González, ancien procureur général, a reçu sa convocation un mardi matin. James Comey, ex-directeur du FBI, a découvert la sienne dans son courrier le lendemain. Bill et Hillary Clinton ont également été ciblés, provoquant immédiatement un tollé dans les cercles démocrates. Cette stratégie de bombardement juridique a immédiatement éveillé les soupçons des observateurs politiques expérimentés. David Axelrod, ancien conseiller de Barack Obama, a qualifié cette approche de tactique de diversion classique lors d'une interview télévisée. Selon lui, Comey cherchait délibérément à créer un chaos médiatique pour détourner l'attention de l'enquête sur Trump. L'analyse des dates d'envoi de ces assignations a révélé leur caractère coordonné et stratégique. Toutes ont été expédiées dans une fenêtre de 48 heures, suggérant une planification minutieuse plutôt qu'une démarche d'enquête normale. Cette synchronisation parfaite trahissait l'existence d'un plan préétabli pour saturer l'espace médiatique et judiciaire. La réaction prévisible des personnalités visées n'a pas tardé à se manifester. Les avocats de Comey ont immédiatement contesté la légitimité de l'assignation, arguant que leurs clients avaient déjà témoigné à de multiples reprises sur les sujets évoqués. L'équipe juridique des Clinton a adopté une stratégie similaire, dénonçant ce qu'elle a qualifié de harcèlement politique. Ces refus de coopération, parfaitement prévisibles, semblaient justement faire partie du plan de Comey. Des sources proches du congressiste ont révélé que son équipe anticipait ces réactions négatives et les considérait comme un atout stratégique plutôt qu'un obstacle. Cette approche paradoxale a intrigué les analystes politiques. L'objectif véritable de cette tactique est devenu clair quand Comey a commencé à exploiter publiquement ses refus de coopération. Lors d'une conférence de presse, il a dénoncé l'obstruction systématique de ces personnalités démocrates, créant un parallèle artificiel avec les difficultés rencontrées pour obtenir les archives Epstein du département de la justice. Cette stratégie de fausse équivalence visait à créer une narrative de tous sont coupables dans l'opinion publique. En suggérant que les démocrates étaient aussi peu coopératifs que l'administration Trump, Comey tentait de normaliser l'obstruction et de décrédibiliser les critiques visant le président. Cette manipulation sophistiquée de l'opinion publique révélait le niveau de sophistication politique atteint par les stratèges républicains. L'effet escompté a commencé à se manifester dans les sondages d'opinion et les commentaires des médias. L'enquête sur les archives Epstein s'enlisait progressivement dans un marécage de procédures contradictoires et de polémiques secondaires, exactement comme l'avait planifié l'équipe de Comey. Et alors, tout le monde, qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo d'aujourd'hui ? Cette situation avec les dirigeants républicains est vraiment compliquée, non ? Le plan qu'ils soutenaient leur donne maintenant des maux de tête. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Je lis tous les commentaires et je réponds toujours. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Salut, salut.